Nous sommes le 21 avril 2026 et je me lance dans la conception de ce montage à partir du PowerPoint qui me sert de support pour des conférences que je fais sur le thème de la création monétaire depuis 2013, 13 ans déjà. Le but étant d'avoir un support autonome qui puisse toucher ainsi plus de monde et de cette façon continuer mon travail que je qualifie de lanceur d'alerte sur ce sujet tellement important qui est rendu invisible. Bienvenue donc dans ce voyage au cœur de la monnaie et des civilisations. Pour commencer, les résultats d'une enquête. Entre décembre 2013 et janvier 2014, Martine Lampert et Rens van Tieburg ont mené une enquête pour Glocality dans 20 pays auprès de 23 618 personnes. Deux questions étaient posées. Première question, qui crée la monnaie ? 50% ont répondu que c'est l'État ou la Banque centrale. 30% ne savent pas et seulement 20% savent que les banques commerciales créent la monnaie. Deuxième question, seriez-vous d'accord pour que des banques privées créent la monnaie ? 59% ont répondu qu'ils préféreraient que ce soit une institution publique. 28% ne se prononcent pas et seulement 13% veulent que les banques privées gardent ce pouvoir. En résumé, 80% ignorent comment est créée la monnaie et seulement une petite minorité de 13% est d'accord pour conserver le système actuel. Pire, si ce sondage avait posé la question « Quelles sont les conséquences sur l'économie de la création monétaire par les banques privées ?» il est fort probable que 95% auraient répondu qu'ils n'en savaient rien. Pourquoi une telle ignorance quand il s'agit d'un sujet aussi important ? La réponse est que sans cette ignorance, l'imposture que représente la création monétaire par le crédit ne pourrait exister. Comment parvient-on à maintenir le peuple dans l'ignorance ? Eh bien, au moyen de deux leviers. Le premier levier consiste à prendre le contrôle de tous les moyens d'information. C'est ainsi que tous les médias, 95% des maisons d'édition, les instituts de sondage, les sociétés de diffusion de films et de vidéos appartiennent à une oligarchie financière qui se nourrit de ce système. La perfidie de ce contrôle va jusqu'à créer des médias faussement alternatifs. Le meilleur exemple étant Mediapart. Un moyen simple de savoir si un média fait partie du système, c'est précisément de regarder sa position par rapport à la création monétaire, donnée aux banques privées. Non seulement Mediapart ne parle pas de ce sujet, mais il disqualifie les personnes qui le dénoncent en leur collant l'étiquette d'extrême droite ou d'antisémite. En cherchant un peu, on s'aperçoit que Mediapart a été financé au départ par une association, les Amis de Mediapart, qui était financée elle-même par le trio BNP, Berger, Niel, Pigasse, propriétaire entre autres de Le Monde, Le Nouvel Obs, LCI, iTélé. Ces pratiques ne sont pas récentes, puisqu'à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, le Conseil de la Résistance
a écrit l'ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse. Son objectif était de refonder la presse après l'occupation en écartant les journaux collaborateurs et en garantissant une presse libre, indépendante et pluraliste. Les principes essentiels étaient rétablir la liberté de la presse après la censure de Vichy, empêcher la concentration des journaux entre quelques mains, assurer la transparence sur les propriétaires et les financeurs, interdire les prête-noms, protéger l'indépendance des journaux face à l'argent et au pouvoir politique. L'article 1 imposait notamment que toute publication périodique fasse connaître au public le nom de ceux qui la dirigent. On voit qu'aujourd'hui ces principes ont été largement oubliés et bafoués. Le deuxième levier utilise le premier, à savoir le contrôle de l'information, pour contrôler cette fois l'opinion du peuple, au moyen de techniques élaborées. On pourra regarder avec intérêt le documentaire Propaganda, la fabrique du consentement, réalisé par Jimmy Leipold, qui montre comment les médias utilisent les techniques d'Édouard Bernays pour contrôler l'opinion. Édouard Bernays, neveu de Freud, et oui, le monde est petit, a théorisé l'utilisation de la psychologie de masse et des stéréotypes pour façonner les désirs inconscients du public. L'époque où les vendeurs de journaux criaient le titre de la une dans les rues des grandes villes pour toucher une infime partie de la population est bel et bien révolue. Aujourd'hui, la grande majorité de la population est quotidiennement devant l'écran d'une télévision. Le pouvoir de cet outil est colossal. Il est criminel de laisser ce pouvoir dans les mains d'une oligarchie financière. Beaucoup me disent « Moi j'ai mon libre arbitre, je sais faire la part des choses ». J'affirme qu'il n'en est rien. À partir du moment où on écoute ces médias, on perd sans en avoir conscience sa liberté de penser. C'est ainsi que dans ces médias, les sujets sont catégorisés. Il y a des sujets dont on va beaucoup débattre, de façon d'une part à diviser et d'autre part à laisser croire que chacun est libre de choisir son camp. Le plus usité étant ce qu'on appelle la politique, avec notamment le débat droite-gauche, mais il y en a beaucoup d'autres. De façon plus fallacieuse, les médias vont distiller des sujets destinés à occuper ceux qui se posent des questions, qu'on appelle les complotistes, et du coup les détourner de sujets que l'on veut cacher, comme la création monétaire. Par exemple, le fait de dire que lors des attentats du 11 septembre, on a retrouvé les passeports des terroristes ou les cartes d'identité, je ne me souviens plus, mais pas les boîtes noires des appareils, fait partie selon moi de ce stratagème. Il y a aussi des sujets dont on parle constamment, sans donner d'explication, ou alors les mauvaises. De cette façon, ces sujets font partie du paysage. Ils deviennent naturels, et ainsi ne questionnent plus. C'est le cas de la dette et de la croissance. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a la dette, il y a la croissance. C'est comme ça, c'est tout. Avez-vous entendu une seule fois un spécialiste de plateau expliquer pourquoi il faut de la croissance pour ne pas régresser? Non, jamais. Pour finir, et c'est le plus important, il y a des sujets qui n'existent pas, par le simple fait que l'on n'en parle pas. On les rend totalement invisibles. C'est le cas bien sûr de la création monétaire.
Le pire, c'est qu'ils sont invisibilisés à un point tel que même les médias alternatifs sur Internet, en toute bonne foi, n'en parlent pas, ils n'en ont pas connaissance. Le but de cet exposé, justement, est de rendre visible la supercherie de la création monétaire par le crédit. Pour en finir avec l'obscurantisme. L'obscurantisme ne date pas d'aujourd'hui. Quand on ne veut pas que les gens s'intéressent à un sujet, on le présente comme étant compliqué. L'économie, c'est bien connu, c'est compliqué. Il faut laisser ça aux spécialistes compétents, surtout des plateaux de TV. Qu'est-ce que l'économie? Le terme économie vient du grec oikos, qui signifie maison, et nomos, qui signifie la règle. La définition de l'économie est la suivante. L'économie, c'est gérer les ressources pour satisfaire les besoins des individus d'une société. L'économie, ça n'est que ça. Dans une famille, il y a des ressources, des salaires ou des revenus d'activité, ou un potager, c'est encore mieux. Pierre Rabhi disait avoir un potager, c'est un acte politique, et il avait bien raison. Et il y a des besoins, se loger, se nourrir, s'habiller, se divertir, etc. Donc, dans une famille, on fait de l'économie. C'est la même chose au sein d'une commune ou même d'un pays. La satisfaction des besoins est bien sûr dépendante de la préservation des ressources. Dans un foyer, si le 15 du mois j'ai tout dépensé, ça va être difficile. Pour satisfaire les besoins, on va mettre en place des activités. Pour faciliter les échanges dans ces activités, on va créer l'outil monnaie. Alors on a coutume d'associer à la monnaie 3 fonctions. Faciliter les échanges, unité de compte et réserve de valeur. Le rôle de la monnaie est avant tout de faciliter les échanges. La fonction unité de compte est une conséquence de cette fonction primordiale. La fonction réserve de valeur, c'est-à-dire je stocke de la monnaie sous le matelas, est préjudiciable à l'économie, parce que la monnaie doit circuler afin de remplir son rôle. Il y a eu des époques où on rendait la monnaie fondante, c'est-à-dire que l'on payait une taxe sur la monnaie stockée. Ceci dans le but d'obliger de faire circuler la monnaie. À l'époque médiévale, par exemple, où l'économie était pourtant florissante, cette taxe s'appelait la surestarie. On payait une taxe si la monnaie était stockée. Notons qu'une légère inflation rend la monnaie fondante, ce qui fait dire d'ailleurs à certains économistes qu'une légère inflation n'est pas une mauvaise chose. Ça force la monnaie à circuler. L'expression monnaie d'échange est un pléonasme puisque la monnaie, c'est fait pour faciliter les échanges.
Alors, sachant ce que l'on vient de voir, quels sont les problèmes que peut rencontrer une économie? Je rappelle que l'économie, c'est gérer les ressources pour satisfaire les besoins. Pour satisfaire les besoins, on a vu, on met en place des activités et pour faciliter les échanges dans ces activités, on met en place l'outil monnaie. Alors les problèmes que peut rencontrer une économie, ça peut être le manque de ressources pour satisfaire les besoins. Ça peut être un manque de moyens pour réaliser les biens et les services destinés à satisfaire les besoins nécessaires aux individus d'une société. Troisièmement, ça peut être un manque d'argent pour échanger. Effectivement, s'il n'y a plus assez d'argent pour faire des échanges dans les activités, ça va freiner l'économie. Alors, pour ce qui nous concerne, est-ce que c'est un manque de ressources? Ceci commence à arriver, oui, mais on nous dit que l'économie est en crise depuis de nombreuses années avant la diminution de certaines ressources. Au passage, je fais remarquer que on nous dit que l'économie est en crise. C'est aussi une technique de manipulation qui consiste à ne pas utiliser les bons mots. Et les exemples sont pléthoriques. On raconte que Confucius avait séjourné dans une province en Chine et lorsqu'il est parti, le prince de la province avait demandé à Confucius qu'est-ce qu'il faudrait que je change dans ma province pour améliorer la vie des gens. Et Confucius aurait répondu, je commencerai par donner aux choses leur vrai nom. Qu'est-ce qu'une crise? Une crise, c'est quelque chose qui apparaît, qui va croître, qui va passer par un maximum et puis qui va disparaître. Donc nous dire que l'économie est en crise, ça veut dire ça va disparaître. Or, nous allons voir dans cet exposé qu'il n'en est rien. Il ne s'agit pas d'une crise, il s'agit d'un problème structurel. Est-ce que c'est un manque de moyens de production des biens et des services? Ben non, il y a beaucoup de chômeurs, on nous le répète assez souvent, et les progrès techniques sont en progression constante. Aujourd'hui, on a la capacité de produire, de fabriquer avec très très peu de moyens humains. Alors d'où vient la crise? Eh bien la crise vient du troisième point. Dans le système en place, le problème vient d'un manque d'argent dans l'économie réelle. Professionnellement, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise. Et souvent, les chefs d'entreprise me disaient, moi, mon problème, c'est pas les commandes, le carnet de commandes est plein. Mon problème, c'est un problème de trésorerie. Donc, à l'époque, j'avais pas étudié ça de près. Je m'imaginais bien que c'était lié à l'argent, mais j'avais pas mesuré les conséquences de tout ce système. Autre chose, il y a des sociétés aujourd'hui qui marchent très bien et dont le but est de pallier ce manque d'argent dans l'économie réelle. Ces sociétés proposent à des entreprises qui ont des projets, une entreprise qui a une commande, elle veut répondre positivement à cette commande, mais elle n'a pas la trésorerie, elle n'a pas l'argent disponible pour commencer le projet. Alors il y a les banques, vous me direz, mais les banques sont frileuses, puis monter un dossier auprès d'une banque, ça va prendre du temps, et bien souvent, il faut répondre rapidement, et la banque ne propose pas cette solution. Donc il y a des sociétés qui proposent de financer, de donner de l'argent à des gens qui ont des projets comme ça. Ce ne sont pas des banques, ce sont des entreprises qui ont de l'argent, des gens qui ont de l'argent à placer, et donc ils proposent de l'argent à ces gens qui ont des projets. Donc ce sont des prêts qui sont sur des durées très courtes,
mais qui sont à des taux très élevés. Ça peut être 10-12%. Et ces sociétés fonctionnent très bien. Fonctionnent très bien. Pourquoi? Parce que dans l'économie réelle, il y a un manque d'argent. Bien, l'argent ne manque pas. Il n'y en a jamais eu autant. Si on regarde ce graphique, donc qui vient de l'OCDE 2019, qui représente la masse monétaire, donc la quantité d'argent, dans différents pays, on voit que cette quantité d'argent augmente de façon exponentielle. Comment se fait-il que d'un côté, on voit qu'il n'y a jamais eu autant d'argent, et on vient de dire que le problème de l'économie, c'était un manque d'argent dans l'économie réelle? Alors, pourquoi ce paradoxe? Il faut faire une précision importante. On a l'habitude de parler de l'économie sans distinction parce que cela permet de cacher la vérité. Pour comprendre ce qui se passe dans l'économie au sens large, il est important de distinguer deux parties bien distinctes. Premièrement, l'économie réelle. C'est l'économie du travail, des acteurs qui produisent des biens et des services. C'est l'économie qui utilise la monnaie comme outil pour faciliter les échanges. C'est l'économie qui est là pour satisfaire les besoins et qui a toujours existé. On ne pourrait s'en passer. Deuxièmement, l'économie de la finance. C'est l'économie des acteurs qui ne produisent rien, mais qui spéculent, le plus souvent devant des écrans. Son activité consiste à produire de l'argent à partir de l'argent. La monnaie n'est plus un outil, mais un bien. Cette économie n'est pas du tout indispensable, elle est très récente et on peut s'en passer. On va le voir, le système en place, le système de création monétaire, aspire l'argent de l'économie réelle vers l'économie de la finance. Fait-on de l'économie? Un journaliste américain, Matt Febley, estime qu'en 5 ans, de 2003 à 2008, la spéculation sur les matières premières est passée de 13 milliards de dollars à 317 milliards, un accroissement de 2300%. En 2008, dit-il, un baril de pétrole changeait en moyenne 27 fois de propriétaire entre le moment de la production et celui de la livraison. Il rajoute, le total des transactions sur le marché d'échange, spéculation de toutes sortes par les financiers, en une semaine est supérieur au total des transactions des biens et services, donc dans l'économie réelle, sur une année. Un économiste, Marc Chenet, propose de taxer l'ensemble des transactions financières. Selon lui, dans les pays développés, l'ensemble des transactions financières représente 100 à 150 fois le PIB. Il dit, à supposer que la France se situe dans le bas de la fourchette, c'est-à-dire que les transactions financières représentent 100 fois le PIB, les transactions financières représenteraient ainsi un montant de 218 000 milliards d'euros par an. Si on taxait cet argent à 0,2%, cela suffirait alors à rapporter 436 milliards d'euros, soit bien plus que l'ensemble des recettes fiscales en France, qui étaient de 292 milliards d'euros, selon le projet de loi de finances 2017. Je ne sais pas si vous prenez la mesure de ce qu'il dit. Si on taxait à 0,2%, c'est-à-dire 100 fois moins que la seule TVA, l'ensemble des transactions financières, l'État aurait des recettes de 436 milliards au lieu de 292 milliards. Autrement dit,
on pourrait supprimer toutes les taxes que l'État a mis en place, l'impôt sur le revenu, la TVA, la CSG, l'impôt sur les carburants, etc. Et l'État aurait bien plus de revenus. Il dit, seules certaines entreprises y perdraient. Il s'agit des grandes banques qui utilisent le trading à haute fréquence et qui passent de nombreux ordres, mais toutes les autres gagneraient au change. Alors fait-on de l'économie? La politique monétaire mise en place, on va le voir, impose une croissance constante des activités. La nécessaire croissance dont je parlais. Le but des activités est d'abord de répondre aux besoins de la politique monétaire et non aux besoins des individus, comme cela devrait être le cas, on l'a vu dans la définition de base de l'économie. La nécessaire croissance des activités conduit à créer sans cesse de nouveaux besoins non vitaux chez les individus, entraînant l'épuisement des ressources ainsi que la destruction de la planète. Conclusion, on ne fait pas de l'économie, mais de la financiarisation des activités dans le seul but d'enrichir une minorité. Et ça, c'est compliqué. La financiarisation des activités, où on titrise tout, où on mélange les risques, ce sont des choses très compliquées, mais c'est pas du tout nécessaire. L'économie de base, on l'a vu, c'est simple. Avant de passer au vif du sujet, un petit chapitre sur l'usure, le cancer de toute société. L'usure désignait autrefois ce qu'on appelle aujourd'hui l'intérêt. Il s'agit là aussi d'une manipulation sémantique. C'est moins inquiétant de parler d'intérêt que d'usure. En hébreu, c'est encore pire. On utilise le terme nachak. Nachak, en hébreu, signifie usure, c'est-à-dire prêter avec intérêt, mais aussi mordre ou morsure. Une guerre d'usure, c'est une guerre où chacun des adversaires s'efforce de fatiguer, d'amoindrir peu à peu les forces de l'autre. L'histoire du naufrage. Donc cette histoire que j'avais trouvée dans un bouquin d'économie, c'est une histoire fictive, mais qui explique très bien ce qui se passe. C'est un navire de croisière qui tombe en panne en plein milieu de l'océan. Au bout de quelques jours, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas être secourus. Les moyens de communication sont HS. Et ils ont la chance de ne pas être très loin d'une île. Donc ils décident de mettre les chaloupes à la mer et d'aller explorer cette île. Par chance, ils constatent que sur cette île, il y a une forêt, il y a des animaux, il y a de l'eau douce, il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Donc ils décident de ramener tout ce qu'ils peuvent sur l'île et de s'installer pour faire société. Et c'est ce qui se passe. Donc certains se spécialisent dans la construction d'abris, d'autres dans la pêche, d'autres dans la culture, d'autres dans le ramassage de plantes sauvages, etc. Et une société se met en place comme ça, une économie se met en place. Au bout de quelque temps, ils s'aperçoivent que les échanges sont quand même difficiles. Et ils ont remarqué que dans une crique, il y a un type de coquillage qui n'existe que là. Et ils ont l'idée de ramasser tous ces coquillages, de les distribuer à part égale entre tous les individus et de se servir de ces coquillages comme monnaie d'échange dans les activités qu'ils ont mis en place. Donc ceci marche très bien. Il se peut que certains, par rapport à l'activité qu'ils ont mis en place, gagnent un peu plus de coquillages que d'autres, mais ce sera très facile à résoudre.
il suffira de décréter qu'au-dessus d'une certaine somme, au-dessus d'une certaine quantité de coquillages, on met un impôt et puis on redistribue cet impôt entre les différents individus. Et puis un jour, l'un d'entre eux, un qui avait certainement amassé un peu plus de coquillages que les autres, décide de prêter les coquillages contre intérêt. C'est-à-dire, je prête 10 coquillages, tu m'en rends 12 ou 13. Si ça se passe, au bout d'un temps plus ou moins long, ça dépend de la fréquence des prêts qui vont être accordés, mais ce qui est certain, c'est qu'au bout d'un temps plus ou moins long, celui qui fait ça aura tous les coquillages. Ça ne peut pas être autrement. C'est l'histoire du naufrage, et on va voir que cette histoire-là s'est reproduite dans le passé, bien souvent. Un petit mot aussi sur les intérêts. On parle d'intérêt, un intérêt à 4%, on dit c'est pas grand-chose, 4%. Sauf que 4%, c'est un intérêt simple. Mais les intérêts sont des intérêts composés. C'est-à-dire qu'on paye des intérêts sur les intérêts. Et sur ce graphique, vous avez la différence entre les intérêts simples qui sont une progression linéaire et les intérêts composés qui sont une progression qui devient exponentielle. Pour maximiser l'efficacité des intérêts composés, il convient de jouer sur 4 principaux leviers, soit le montant du capital, soit le taux de l'intérêt, soit la fréquence des remboursements, soit la durée du placement. Ainsi, plus l'un de ces leviers est élevé, plus les intérêts composés seront importants. Réussir à jouer sur ces 4 leviers en même temps assure un gain optimal et maximal. Le milliardaire américain Warren Buffett considère que sa fortune vient essentiellement de la combinaison de 3 éléments, vivre en Amérique, la chance et les intérêts composés. Un autre exemple qui est très parlant, alors que j'ai emprunté, je peux citer son nom, puisqu'il s'exprime de façon publique, c'est Amis Lajnev, qui était un trader de haut vol. Il a commencé à la Société Générale en France et il a fini à la City à Londres comme responsable d'une équipe de traders. Et puis un jour, il a réalisé l'immoralité de ce qu'il faisait et puis il s'est mis à dénoncer le système. Et donc il donne cet exemple qui est très parlant et que j'ai repris pour montrer l'importance des intérêts composés. Un bon père de famille place 1 gramme d'or en l'an 0, avec pour consigne de ne jamais y toucher de génération en génération. De combien d'or dispose la génération actuelle? Donc c'est en 2022 que j'avais fait ça. Avec un taux de 3,21%. C'est pas énorme. 3,21%. Mais n'oublions pas, ce sont des intérêts composés. En 2022, la génération actuelle dispose de 5,972 10 puissance 24 kg d'or, le poids de la Terre. Donc ça fait pratiquement 6 avec 24 zéros derrière. C'est énorme. Si on augmente un tout petit peu le taux d'intérêt, on passe de 3,21 à 4%. De combien dispose la génération en 2022? 4 812 000 terres. Effarant. Si on augmente encore un peu le taux, on passe à 4,5%. 0,5% d'augmentation, c'est rien. 78 milliards de terres en or. Les intérêts composés sont la plus grande force de l'univers. Qui a dit ça? Albert Einstein.
L'usure, c'est le cancer de toute société, on va le voir, mais c'est aussi l'arme secrète d'une minorité. Il y a deux manières de conquérir et d'asservir une nation. L'une est par les armes, l'autre est par la dette. John Adams, un économiste américain. Un peu d'histoire avant de commencer sur les mécanismes de création monétaire. Commençons par l'Antiquité, 3000 à 800 avant Jésus-Christ. David Graeber, dans son ouvrage Dettes 5000 ans d'histoire, montre que dans l'Antiquité, dès 3000 avant Jésus-Christ, trois fléaux coexistaient: les guerres de conquête, la dette et l'esclavage. Les esclaves étant issus des vaincus des conquêtes et des paysans ne pouvant rembourser leurs dettes. Ce qui a permis aux communautés de se muer en royaumes et les royaumes en empires. C'est ainsi qu'on a eu l'empire babylonien, perse, grec, romain. À cette époque, la société était divisée entre les soldats qui permettaient de faire des conquêtes et puis les paysans. Mais les soldats, il fallait les payer. Et donc, les paysans payaient un impôt. Et quand les paysans, une année où la récolte n'était pas bonne, ne pouvaient pas payer l'impôt, ils étaient contraints d'emprunter, de s'endetter. Et les dettes étaient faites de telle façon que bien souvent, ils n'arrivaient plus à payer leurs dettes. On leur prenait leurs terres et ils devenaient esclaves. Dans quelques cas, l'esclavage pour dette a provoqué la révolution. À Mégare, en Grèce par exemple, des révolutionnaires ont pris le pouvoir et non contents de déclarer illégal le prêt à intérêt, ils l'ont fait rétroactivement. Ils ont contraint les créanciers à restituer tous les intérêts qu'ils avaient reçus dans le passé. Les rois babyloniens, à partir de 1761 avant Jésus-Christ, effaçaient les dettes à la fête du Nouvel An, célébrée au printemps. Donc ce n'était pas tous les ans. Les rois babyloniens supervisaient le rituel du bris des tablettes parce que les dettes étaient enregistrées sur des tablettes, c'est-à-dire des dettes archivées, et rétablissaient ainsi l'équilibre économique de la société. Rappelez-vous l'histoire du naufrage. À partir du moment où il y a une quantité de monnaie qui est finie, ce qui était le cas à l'époque, les pièces, la monnaie, c'était des pièces qui étaient en or, en argent ou même en bronze, mais c'était en fonction de la quantité de métal dont on disposait. On ne pouvait pas en faire plus que la quantité de métal dont on disposait. Donc à partir du moment où on a une monnaie qui existe en quantité finie, si quelqu'un prête cette monnaie contre intérêt, au bout d'un moment, il a toute la monnaie et l'économie est étouffée, il n'y a plus d'argent. Voilà pourquoi les rois babyloniens étaient contraints périodiquement d'effacer les dettes pour permettre à l'économie de repartir. Lors de ces cérémonies, les personnes détenues comme gage de la dette étaient libérées et pouvaient regagner leur famille. D'autres débiteurs recouvraient le droit de cultiver leurs terres habituelles, affranchis de toutes les dettes qui avaient pu s'accumuler. Selon Mose Finlay, grand spécialiste de l'Antiquité, tous les mouvements révolutionnaires du monde antique ont eu le même programme: l'annulation des dettes et la redistribution des terres. Tout ça, c'était dû aux dettes contre intérêt. David Graeber fait remarquer que l'Égypte, de 2650 à 716 avant Jésus-Christ, offre un contraste intéressant, puisque pendant l'essentiel de son histoire, elle a fait en sorte d'éviter totalement le développement du pré-intérêt. Il note qu'elle était extraordinairement riche comparée aux autres à l'époque antique. L'âge axial, 800 avant Jésus-Christ, 600 après Jésus-Christ.
Le terme ajaxial vient du philosophe allemand Karl Jasper, 1949. Cette période est caractérisée par l'émergence simultanée et partout d'un courant de pensée éthique, philosophique et religieuse. En Chine, c'est là que vont apparaître Lao Tzu, Confucius. En Inde, Mahavira, le Bouddha. En Perse, Zarathustra, Cyrus le Grand. En Grèce, Pythagore, Héraclite, Parménide, Socrate. Au Proche-Orient, Jérémie, Ézéchiel. Il est quand même étonnant de voir que toutes ces personnes sont apparues au même moment et un peu partout dans le monde, et ce sont des personnes dont on parle aujourd'hui, 2500 ans après. On peut dire que c'est un hasard. Personnellement, j'ai du mal à attribuer au hasard. Ça semblerait indiquer que on vit dans ce que certains appellent un champ karmique et qui fait qu'à partir d'un moment, ce champ fait que la société change. La spiritualité de l'âge axial s'est bâtie sur un socle de matérialisme et d'immoralité. C'est ce qu'on a vu dans l'époque antique, il y avait des guerres, l'esclavage et l'usure. Durant cette période de l'âge axial, on a assisté à un mouvement de va-et-vient, d'attaque et de riposte entre les anciennes pratiques, c'est-à-dire ce qui se passait dans l'Antiquité, guerre, esclavage, usure, et les nouvelles visions dues à ces nouvelles personnes qui étaient plus dans la spiritualité. Donc c'est David Graeber qui dit ça dans son ouvrage Dette 5000 ans d'histoire. Partout, il nous dit, partout où les nouvelles pratiques se sont enracinées, les choses ont commencé à changer. Les guerres sont devenues moins brutales et moins fréquentes. L'esclavage s'est évanoui en tant qu'institution et les nouvelles autorités religieuses ont commencé à s'attaquer sérieusement à la désagrégation sociale créée par l'usure. Voyons maintenant ce qu'il en est des religions face à l'usure. Le christianisme. Saint Ambroise de Milan, dans un ouvrage de Tobia, 380 après Jésus-Christ, écrit « Les pères contraints à vendre leurs enfants, les débiteurs qui se sont pendus, l'usure doit être tenue pour une forme de vol avec violence et même de meurtre. » En 1179, l'usure a été déclarée péché mortel, les usuriers ont été excommuniés et on leur a refusé la sépulture chrétienne. Les protestants, surtout sous l'influence de Calvin, 509-564, ne justifient pas l'usure abusive, mais acceptent le prêt-intérêt modéré, ce qui marque une rupture historique importante au niveau du christianisme. L'islam. Dans l'islam, l'usure est fermement interdite depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui et de façon plus stricte que dans le christianisme. Dans le Coran, on peut lire « Allah a permis le commerce et interdit l'usure. Ô vous qui croyez, renoncez à ce qui subsiste de l'usure. » Le judaïsme. Le judaïsme interdit l'usure entre juifs, mais l'autorise envers l'étranger. Dans le Deutéronome, le 5e livre de la Bible hébraïque, ou Ancien Testament, on peut lire « Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. » Chez les Grecs,
Aristote condamnait l'usure. Il écrivait « On a toute raison de haïr l'usure. Ce qu'on en tire procède en effet de la monnaie elle-même, et ce n'est pas à cette fin que celle-ci a été inventée. » On l'a vu, la monnaie a été créée pour faciliter les échanges dans les activités au niveau de l'économie. Le Moyen Âge, 600-1450 après Jésus-Christ. En latin, on parlait d'âge intermédiaire, qui deviendra l'expression Moyen Âge, encore une manipulation sémantique. Cette vision d'ailleurs est aujourd'hui largement remise en cause par les historiens qui soulignent la richesse culturelle, scientifique et sociale de cette période. Si l'âge axial a vu l'émergence des idéaux complémentaires des marchés, des biens et des religions mondiales universelles, le Moyen Âge a été la période où ces deux mondes ont commencé à fusionner. Partout, l'époque a commencé par l'effondrement des empires, de nouveaux États se sont constitués, où la conquête et l'acquisition pour elles-mêmes n'étaient plus célébrées comme une finalité. En même temps, la vie économique, de la conduite du commerce international à l'organisation des marchés locaux, était de plus en plus réglementée par les autorités religieuses. L'un des effets a été un mouvement général pour maîtriser ou même interdire le prédit créateur, nous dit David Graeber. Il faut noter que la plupart de notre patrimoine architectural aujourd'hui vient de cette époque-là. Toutes les églises dans le moindre petit village, les cathédrales dans les grandes villes, les châteaux féodaux, c'est un patrimoine historique important qui date de cette époque-là. La Renaissance et les Lumières, 16e au XVIIIe siècle. À partir du XVe siècle, d'abord en Italie, puis dans toute l'Europe sont apparus artistes, philosophes, savants, explorateurs. À partir de cette époque, les religions se sont progressivement effacées au profit d'un matérialisme dans un climat de grande violence, les guerres de religion, l'Inquisition. Violence politique avec les guerres entre grandes familles ou monarchies. Justice violente, exécution publique, pendaison, décapitation, supplice, la roue, le pilori. On a vu réapparaître sous une autre forme les trois fléaux de l'Antiquité. Les conquêtes, comme les colonies, les protectorats, l'usure et l'esclavage, qu'on appelle le péonage, avec les conquistadors. Ce matérialisme a ouvert la voie à une nouvelle religion, celle de l'argent. Les mécanismes mis en place au fil du temps ont conduit à l'émergence, aujourd'hui, d'une minorité disposant d'une puissance financière n'ayant jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Le XVIe siècle a été le début de l'âge d'or des banquiers. On va assister à l'émergence de dynasties qui vont devenir plus puissantes que les États. Rothschild, Rockefeller, Warburg, Goldman Sachs. David Graeber qui dit ça dans son ouvrage « Dette, 5000 ans d'histoire ». Renaissance et Lumière, toujours 16e et 18e siècle. Ernest Feydeau, 1821-1873, archéologue, écrivain, courtier en bourse, directeur de journaux, résuma la vie intense de James de Rothschild en quelques lignes que voici. C'est Pietro Trotta, en italien, dans un ouvrage Rothschild & Co. qui écrit ceci. Donc, Ernest Feydeau résume la vie de Rothschild, de James de Rothschild, de cette façon. Il faut considérer que l'univers entier était son débiteur, qu'il avait des filiales partout, en Chine, en Inde, jusque dans les régions les moins civilisées, qu'il avait des navires dans toutes les mers, qu'il était considéré dans le monde entier comme étant l'expression la plus haute du soutien et de la protection de ses coreligionnaires juifs, que durant toute sa longue existence,
aucune affaire importante, quelle qu'elle soit, et dans quelque lieu ou recoin de la planète que ce soit, ne pouvait se faire sans qu'il ne soit consulté ou invité à y prendre part. On en arrive au bas âge, à partir du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Alors peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de cette dénomination, le bas âge. Rassurez-vous, c'est pas que vous êtes des incultes, c'est une dénomination qui m'est tout à fait personnelle. Cette période se caractérise par un niveau de connaissances scientifiques et technologiques sans précédent. Sur un plan économique, la capacité à satisfaire les besoins des individus n'a jamais été aussi aisée dans l'histoire de l'humanité. Si on en revient à la définition de l'économie, satisfaire les besoins n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Et pourtant, 800 millions d'humains sont affamés, alors que un tiers de la nourriture est gaspillée. On estime qu'un humain ingère 36 pesticides par jour, ce qui entraîne 385 millions d'empoisonnements aux pesticides dans le monde par an. En Europe, 80% des terres agricoles sont stériles. En 70 ans, les nutriments dans les aliments ont été divisés par 10. 70% de la biodiversité végétale et animale a disparu. 3/4 des sols français sont contaminés par des microplastiques. En 2021, on estime à 8 millions de décès dus à la pollution de l'air. 97% des forêts anciennes ont été détruites. D'ici à 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. En France, entre 2012 et 2023, le nombre de SDF a augmenté de 130%. L'espérance de vie en bonne santé diminue. Un agriculteur se tue tous les 2 jours. Le diabète est 10 fois plus élevé qu'en 1960. On a supprimé 80 000 lits d'hôpital en 20 ans. La fertilité des hommes a été divisée par 2 en 45 ans. Concernant l'autisme, on est passé de 1 cas sur 100 000 en 1975 à 1 cas sur 100 aujourd'hui. Et pour finir, le monde est étouffé par une dette colossale, 250 000 milliards de dollars. Bienvenue dans le bas âge. Un capitulaire de Charlemagne en 789 interdit le prêt contre usure. Il faudra attendre 1000 ans pour que cette interdiction disparaisse officiellement avec la Révolution de 1789. Le 12 octobre 1789, la toute nouvelle Assemblée nationale a voté pour la première fois la légalisation du prêt avec usure sur la base d'un taux réglementé de 5% pour les particuliers et libre pour le commerce. Un décret du 11 avril 1793, quelques années après, déclare que l'argent est désormais une marchandise et qu'en conséquence, le prêt n'est plus soumis au taux légal pour tous. On nous a enseigné que la Révolution de 1789 avait aboli les privilèges, on nous a caché qu'elle en avait créé un énorme qui changera le cours de l'histoire. Il faut écouter des historiens comme Marion Ségaud ou Henri Guillemin pour savoir ce qu'a été vraiment la Révolution de 1789 en France. On en arrive au vif du sujet. Qui crée la monnaie ?
Maurice Allais, 1911-2010, ses travaux lui valent de très nombreuses récompenses qui culminent avec l'attribution du prix Nobel d'économie en 1988. Il écrit dans L'impôt sur le capital et la réforme monétaire en 1976 « Il est aujourd'hui pour le moins paradoxal de constater que lorsque pendant des siècles, l'ancien régime avait préservé jalousement le droit de l'État de battre monnaie et le privilège exclusif d'en garder le bénéfice, la République dite démocratique a abandonné ce droit et ce privilège à des personnes privées. » Le pouvoir incommensurable de créer la monnaie, droit jalousement conservé autrefois par le pouvoir, a été donné aux banques privées, c'est-à-dire à des personnes privées. On a donné aux banquiers le pouvoir exorbitant de créer de la monnaie à partir de rien au moyen du crédit et de la prêter contre des intérêts composés. Lors de l'octroi d'un prêt, le banquier crée de l'argent à partir de rien, on dit ex nihilo. Lors du remboursement de ce prêt, cet argent est détruit. C'est comme cela que ça fonctionne. John Kenneth Galbraith, économiste américain qui a conseillé les présidents Roosevelt et Kennedy, écrit « Le procédé par lequel les banques créent l'argent est tellement simple que l'esprit en est révulsé. Quand quelque chose de si important est concerné, seul un grand mystère semble possible. » Ralph Oatrey, économiste anglais ayant été anobli, ancien secrétaire au Trésor britannique, les banques prêtent en créant du crédit, elles créent les moyens de paiement à partir de rien. En résumé, durant des siècles, on vient de le voir, prêter de l'argent qui existe contre des intérêts simples était interdit ou très réglementé. Aujourd'hui, des personnes privées, les banquiers, ont le privilège de créer de l'argent à partir de rien et le prêtent contre des intérêts composés, y compris aux États. Et personne n'est au courant. Quand on a passé les limites, il n'y a plus de limites. Création monétaire et État. Dans ce chapitre, on va voir les conséquences de la création monétaire donnée aux banquiers sur l'État. Ici, nous avons un graphique qui montre l'évolution de la dette publique de l'État français en milliards. Donc on voit que la dette augmente à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui. On voit qu'en 1974, il n'y avait pas de dette. Donc la question, pourquoi la dette augmente à partir du début des années 70 ? La réponse, le 3 janvier 1973, le ministre de l'économie, Valéry Giscard d'Estaing, fait voter la loi numéro 73-7 interdisant au Trésor public, c'est-à-dire à l'État, d'emprunter sans intérêt à la Banque de France. À partir de cette loi, l'État, c'est-à-dire nous, devra avoir recours à l'emprunt privé avec de coûteux intérêts. Alors je rappelle que Giscard d'Estaing était ministre de l'économie, mais c'était sur la présidence de Georges Pompidou. Georges Pompidou qui, avant de venir en politique, était chez Rothschild. Ici, sur ce graphique, on voit que si l'État avait eu la possibilité d'emprunter sans intérêt, il n'y aurait plus de dette. Nous avons la courbe en rouge.
qui représente l'évolution de la dette avec intérêt. Et en bleu, c'est ce que serait la dette s'il n'y avait pas d'intérêt. Autrement dit, ce sont les intérêts qui font qu'on a une dette, et non, comme on le dit bien souvent, parce que l'État est trop dépensier. Ici, sur ce graphique, en mettant les dates en correspondance, on voit que le déficit, en bleu sur la courbe du bas, le déficit augmente en fonction de la dette. Donc c'est bien la dette qui crée le déficit. Alors si on regarde ce graphique qui représente le budget de l'État en 2013. Alors pourquoi 2013? Parce que comme je l'ai dit au début, la première fois que j'ai fait cette conférence, c'était en 2013 et je n'ai pas retrouvé de camembert aussi beau que celui-là, donc je l'ai conservé, sachant que ça ne change pas grand-chose. Donc on voit sur le budget de l'État que le premier poste de défense, ici, en gris, 46,9 milliards d'euros, ce sont les engagements financiers de l'État, c'est-à-dire les intérêts de la dette. Si on considère un autre poste budgétaire, ici, solidarité, insertion, égalité des chances, 12,2 milliards d'euros. Alors, si on regarde ces deux postes budgétaires, qui paye? C'est l'État, c'est-à-dire nous, qui en profite. Eh bien, les 46,9 milliards d'euros, les intérêts de la dette, ce sont les très riches qui prêtent à l'État. Les 12,2 milliards de l'assistanat, ce qu'on appelle l'assistanat, ce sont les démunis et sans doute quelques profiteurs. Remarque, le montant total de l'impôt sur le revenu pour la même année 2013 est de 72,6 milliards d'euros, dont 46,9 milliards d'euros vont au remboursement des intérêts de la dette. Ce qui signifie que 65% de l'impôt sur le revenu que nous payons va en fait dans la poche de personnes privées très fortunées auxquelles on a donné le privilège de créer la monnaie. Et 16,8% du budget vient en aide aux plus démunis. Alors pourquoi j'ai pris ces deux postes, c'est pas au hasard, c'est que l'idée qui est distillée par les médias complices, c'est de dire que si l'État est endetté, ça vient de l'assistanat, des gens qui ne travaillent pas et qu'on doit aider. On voit ici que c'est pas du tout le cas. Il faut savoir que quand l'État fait un prêt sur 15 ans, par exemple, il paye chaque année les intérêts, mais ne doit rembourser le capital du prêt qu'à l'issue des 15 ans. Comme il n'a pas les moyens de rembourser ce capital, il contracte un nouveau prêt pour rembourser ce capital qui vient gonfler un peu plus la dette. Aujourd'hui, ce sont les intérêts de la dette qui gonflent le déficit, on l'a vu, conduisant donc l'État à contracter de nouveaux prêts qui viendront augmenter la dette et donc les intérêts et donc le déficit, etc. On pouvait lire dans la revue Manière de voir, le numéro 173 en novembre 2020, certaines évidences dissimulent un laborieux travail de construction. Il y a 50 ans, l'idée que les États devraient se financer sur les marchés en se pliant aux conditions fixées par des investisseurs soucieux de faire fructifier leur fortune aurait semblé saugrenue. Au fil des discours politiques et des analyses entre guillemets d'experts médiatiques, elle s'est néanmoins imposée comme naturelle.
La dette ne sera jamais remboursée, impossible. 2600 milliards en 2019, on a passé les 3000 milliards aujourd'hui. La dette est une rente éternelle pour les prêteurs. La dette est un mécanisme artificiel qui enrichit une oligarchie financière et rend le peuple esclave, condamné à produire toujours plus, on va le voir. Le péonnage. Le terme péonnage est apparu au XIXe siècle, notamment en Amérique latine, pour désigner un système de travail forcé où l'ouvrier agricole, le péon, est attaché à la propriété sur laquelle il travaille en raison de dettes contractées auprès de son employeur. Ce système consiste à obliger le travailleur à s'endetter, souvent en échange de crédits ouverts dans le magasin du domaine, qui appartient au maître, ce qui le retient dans une condition proche de la servitude. Aujourd'hui, c'est l'État qui s'endette pour nous. Nous sommes des péons par l'État interposé. La dette infinie. Pietro Ratto, dans son livre Rothschild & Co., écrit « Les 5 frères Rothschild purent mettre au point leur incroyable recette de la dette infinie. Par exemple, dans le cas d'une énième guerre entre la France et l'Angleterre, James prêtait de l'argent à la première, à la France, pour sa campagne militaire, et Nathan finançait les opérations de la guerre de la seconde, de l'Angleterre. Puis, une fois la guerre terminée, les 2 banques Rothschild octroyaient des prêts pour les restructurations qui en découlaient. Quant à l'État battu, la filiale bancaire territoriale compétente de son pays, donc, pourvoyait à l'indemnisation des dommages vis-à-vis de l'État victorieux. Ces prêts s'ajoutaient à ceux accordés précédemment aux 2 souverains pour mener la guerre, avec un résultat plus qu'évident, la dette des rois vis-à-vis des Rothschild. La guerre est une affaire lucrative. Question. On a vu, premier poste de dépenses de l'État, 46,9 milliards d'euros, qui sont les intérêts de la dette. Donc c'était en 2013, aujourd'hui c'est plus de 50 milliards d'euros. L'État ne pourrait-il pas se prêter à lui-même sans intérêt? Question éminemment importante, car si oui, le premier poste de dépense du budget de l'État devient brusquement égal à 0. En conséquence, un budget beaucoup mieux équilibré. Si l'État avait la possibilité de se prêter à lui-même sans intérêt, la situation serait aujourd'hui bien meilleure. Nous l'avons vu, il n'y aurait pas de dette. De 2 choses l'une. Cette possibilité est irréalisable, impossible, et donc il est normal que l'on n'en parle pas. Cette possibilité est réalisable, et donc il est très étonnant que l'on n'en parle pas, qu'on ne l'évoque pas. C'est tout à fait faisable. C'est même ce qui s'est fait en France jusqu'en 1973, pendant ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. En août 2012, 2 chercheurs du FMI ont publié un rapport soutenant cette proposition. L'Islande étudie cette possibilité. En Angleterre, l'ONG Positive Money promeut cette idée sous le nom de monnaie souveraine depuis 2010. En Suisse, une initiative populaire lancée par l'association Modernisation monétaire a obtenu en 2016 plus de 100 000 signatures, ce qui va provoquer un référendum national sur ce sujet. Alors, ce référendum, il a lieu, puisqu'en Suisse, il y a la possibilité de faire un référendum. Ce référendum a eu lieu, je ne me souviens plus en quelle année, mais 72% des Suisses ont voté pour que ce soit toujours les banquiers qui créent la monnaie. Alors pourquoi? Mais simplement parce que les médias se sont emparés de la chose et les médias ont fait ce qu'il fallait pour que les Suisses votent comme ils l'avaient souhaité. Ce qui me fait dire que quand il y a eu chez nous des mouvements comme les Gilets jaunes, où certains réclamaient avec force le référendum d'initiative citoyenne, je dis que
si demain matin en France il y a un référendum, ça ne changera rien si les médias restent ce qu'ils sont. Les médias feront voter le peuple comme ils ont décidé qu'il vote. Mais alors, si c'était possible que l'État se finance sans intérêt, comment en est-on arrivé là? L'argument mis en avant pour justifier ce fonctionnement est la maîtrise de l'inflation. Cet argument s'appuie sur le fait qu'une quantité de monnaie trop importante dans l'économie réelle par rapport à l'activité peut générer de l'inflation. On l'a vu, dans l'économie réelle, il y a un manque d'argent. Aujourd'hui, la loi de 73 est gravée dans le marbre puisqu'elle est inscrite dans le traité européen et il faut l'unanimité des 28 États pour pouvoir la modifier. Chose qui ne s'est jamais vue. On peut faire ça à la majorité, aux 3/4, mais l'unanimité, ça n'existe pas. C'est à se demander si l'Europe n'a pas été créée que pour ça. L'article 123 du traité de Lisbonne interdit aux États membres d'emprunter gratuitement à une banque nationale ou à la Banque centrale européenne. L'article 123 de ce traité de Lisbonne reprend l'article 104 du traité précédent qui était le traité de Maastricht, également identique à l'article 181 du traité constitutionnel européen, c'est-à-dire le premier traité de l'Europe. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a écrit des traités au niveau de l'Europe, il y a toujours eu cet article qui interdisait aux États de se financer sans intérêt auprès d'une banque nationale ou centrale. Autrefois, les paysans payaient la dîme aux envoyés du Seigneur. Aujourd'hui, les seigneurs modernes, les banquiers, font payer le contribuable, le peuple, sans que celui-ci en ait conscience. Alors après avoir vu les conséquences de la création monétaire par le crédit donné aux banquiers au niveau de l'État, on va voir dans ce chapitre les conséquences de cette création monétaire au niveau de l'économie réelle. La création monétaire, c'est l'opération par laquelle on augmente la quantité de monnaie dans une entité. Par exemple, une nation ou un regroupement de nations, la France ou l'Europe. La quantité de monnaie en circulation doit correspondre au niveau de l'activité. S'il y en a trop, il peut y avoir de l'inflation. S'il n'y en a pas assez, c'est ce qui se passe souvent dans l'économie réelle, l'économie est freinée. Il existe 3 façons de procéder à de la création de monnaie, donc à la création monétaire. Première façon, l'État crée de la monnaie. On appelle ça maintenant péjorativement faire marcher la planche à billets, alors que c'est tout à fait nécessaire. La deuxième façon, c'est d'avoir une balance commerciale excédentaire, c'est-à-dire j'ai plus d'exportation que d'importation. Mais ce n'est pas une véritable création monétaire au sens large, car c'est aux dépens d'un tiers. Rien n'est créé, il y a un déplacement. Troisième façon, le crédit, le prêt. Mais c'est là non plus pas une vraie création de monnaie, car lors du remboursement, on l'a vu, l'argent est détruit. L'argent est créé à partir de rien au moment de l'octroi du prêt, il est détruit lors du remboursement. Donc ce n'est pas une vraie création monétaire. En France, depuis la loi de 73 et maintenant en Europe, avec l'article 123 du traité européen, on l'a vu, la seule possibilité de création monétaire, c'est le crédit. Aujourd'hui, la quantité de monnaie en circulation dans l'économie réelle vient presque exclusivement du crédit, à peu près 95%. Le reste étant la monnaie sonnante et trébuchante, les pièces et les billets, qui elle est créée par la Banque centrale. En d'autres termes, si tous les prêts étaient remboursés, il n'y aurait pratiquement plus d'argent en circulation. Ce qui signifie que l'économie réelle doit payer à des personnes privées, ce sont les intérêts, l'existence de l'outil monnaie. Donc rappelez-vous, on avait dit au début que l'économie c'était gérer les ressources pour satisfaire les besoins,
Pour satisfaire les besoins, on mettait en place des activités et pour faciliter les échanges au niveau de ces activités, on créait l'outil monnaie. Eh bien aujourd'hui, pour que cet outil monnaie soit présent, il faut payer des intérêts à des personnes privées. Le rectangle vert représente la quantité de monnaie dans une entité, par exemple une nation. S'il y a création de monnaie par l'État ou par une balance commerciale excédentaire, la quantité de monnaie augmente. Lors de l'octroi d'un prêt, de l'argent est créé par les banques privées, on l'a vu, à partir de rien, on dit ex nihilo, et vient s'ajouter à la masse monétaire. Chaque fois qu'un prêt est accordé, l'argent vient s'ajouter à la masse monétaire. Il y a plus d'argent, il y a eu création monétaire. Mais lors du remboursement des prêts, on l'a vu, l'argent est détruit. Et donc, la création monétaire a été momentanée. À la fin, quand les prêts sont remboursés, on revient à la même quantité d'argent que ce qu'on avait au début. La création monétaire par les prêts n'est donc pas une vraie création monétaire, il s'agit d'une création temporaire. Alors, ce que certains ont appelé le miracle de la création monétaire par le crédit. À gauche, on a le monde de la finance, à droite, l'économie réelle. Et le rectangle vert, ici, représente la quantité d'argent dans l'économie réelle. Alors, ce que certains ont appelé le miracle de la création monétaire par le crédit, c'est un moyen de réguler la quantité d'argent dans l'économie réelle. Donc, on l'a vu, éviter qu'il n'y en ait pas assez, ce qui freine l'économie, éviter qu'il y en ait trop, ce qui peut provoquer de l'inflation. Donc, la quantité d'argent dans l'économie réelle est régulée par les flux des remboursements de prêts, ici, et des prêts qui sont octroyés ici. Quand le flux des remboursements est égal au flux des prêts accordés, la quantité d'argent dans l'économie réelle reste constante. Si le flux des remboursements est supérieur au flux des prêts accordés, eh bien la quantité d'argent diminue. Inversement, quand la quantité des prêts accordés est supérieure au remboursement, eh bien la quantité d'argent dans l'économie réelle augmente. Donc c'est un système qui est génial. Et comment on règle ces flux? Eh bien c'est la Banque centrale européenne qui fixe ce qu'on appelle les taux directeurs. Donc si la Banque centrale baisse les taux, on aura tendance à avoir plus de prêts, et donc la quantité d'argent va monter. Si la Banque centrale européenne augmente les taux d'intérêt, on va avoir tendance à avoir moins de prêts accordés, et donc il y aura plus de prêts remboursés, et donc la quantité d'argent ici va diminuer. C'est génial. Alors après le miracle, la dure réalité de la création monétaire par le crédit. Ici, dans ce rectangle, on a représenté en vert l'économie réelle et en rouge la finance. Donc on a vu que quand la finance octroie un prêt, il y a de l'argent qui vient s'ajouter dans l'économie réelle. Mais on a vu aussi que lors du remboursement, cet argent est détruit. Mais des intérêts sont payés par l'économie réelle à la finance. Donc à la fin d'un prêt, la quantité d'argent globale est revenue comme elle était à l'origine, mais de l'argent est passé de l'économie réelle vers la finance, ce sont les intérêts qui ont été payés.
lorsque le prêt est remboursé, la quantité globale d'argent est revenue à son point de départ, mais de l'argent est passé de l'économie réelle vers la finance. Chaque fin de prêt a pour effet d'appuyer sur le piston, rien de plus en matière de création de monnaie. Alors, dans un système où la monnaie existe en quantité finie, chaque fois qu'il y a une fin de prêt, on appuie sur le piston, de l'argent passe de l'économie réelle vers la finance. Nous sommes dans une société de la dette, tous les acteurs économiques sont endettés, les particuliers, les entreprises, les institutions comme les hôpitaux, Pôle emploi, etc. et bien sûr les États. Et chaque fin de prêt, c'est un appui sur le piston. Ainsi, l'économie réelle est chaque jour un peu plus appauvrie au profit de la finance qui s'enrichit toujours plus. Voilà pourquoi le manque d'argent qu'on avait vu au début est réel, mais seulement dans l'économie des gens qui travaillent, l'économie réelle. Alors, une remarque importante, si on va un peu plus loin, si la monnaie existe en quantité finie, comme autrefois, c'était des pièces d'or, d'argent ou de cuivre, ou encore si la monnaie était adossée à l'or, eh bien, on l'a vu, la pratique de l'usure fait que le système finit par s'étouffer. Il n'y a plus d'argent dans l'économie réelle. Tout l'argent est passé dans l'économie de la finance. Rappelez-vous l'histoire du naufrage. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Chaque fin de prêt, ça a pour effet d'appuyer sur le piston, c'est-à-dire de faire passer de l'argent de l'économie réelle vers l'économie de la finance, jusqu'au moment où il n'y a plus d'argent dans l'économie réelle. C'est pour cette raison qu'il y avait des jubilés. Dans l'Antiquité, on l'a vu, on assistait périodiquement à des annulations de dettes pour contrecarrer le fait qu'il n'y avait plus d'argent. La tradition des annulations généralisées de dettes fait partie de la religion juive via le Deutéronome qui proclame l'obligation d'annuler les dettes tous les 7 ans et le Lévitique qui l'exige à chaque jubilé, soit tous les 50 ans. Aujourd'hui, on est allé un peu plus loin dans la supercherie, la monnaie n'est plus adossée à du matériel, on peut en fabriquer autant qu'on veut. Le jubilé n'est plus nécessaire, l'enrichissement n'a plus de limite. Nécessaire croissance. On a dit au début qu'on parle de la croissance sans jamais expliquer pourquoi il faut une croissance pour ne pas régresser, mais vous allez voir pourquoi la croissance est nécessaire aujourd'hui. Alors un dernier petit schéma explicatif, mais c'est le plus important. Vous allez comprendre ici ce qui se passe vraiment en matière de création monétaire et vous en serez plus que 95% de la population. Donc nous avons ici la masse monétaire avec en rouge la finance et en vert l'économie réelle. On a vu que pour réguler la quantité d'argent dans l'économie réelle, on le fait grâce aux prêts qui sont accordés et les prêts qui arrivent à terme. Donc les prêts accordés sont ici. Les prêts qui arrivent à terme, donc l'argent est détruit. Ici, de l'argent est créé. Ici, de l'argent est créé. Ici, les prêts arrivent à terme, l'argent est détruit. Ici, ce sont les intérêts qu'on paye, que l'économie réelle paye à la finance. On a vu ça sur le petit schéma précédent. On a vu aussi que pour que la quantité d'argent dans l'économie réelle reste constante, il faut que les prêts accordés soient, donc les prêts accordés c'est l'argent qui rentre dans l'économie réelle, soit au moins égal à ce qui sort de l'économie réelle, c'est-à-dire les prêts qui arrivent à terme où l'argent est détruit et les intérêts qui sont payés à la finance. Donc ce qui rentre ici doit être au moins égal à ça plus ça. Supposons qu'on ait à un moment donné
104 qui rentrent ici, qu'on ait 100 qui sortent ici, et qu'on ait 4 d'intérêts qui sont payés. Au bout d'un moment, les 104 qui rentrent ici, ces prêts-là vont arriver à terme et vont venir ici. Ils sont là. Donc maintenant, on a 104 ici, ce qui veut dire que si on veut que la quantité d'argent reste constante ici, il va falloir qu'il y ait 108 qui rentrent ici. Voilà. Et donc, les intérêts, du coup, vont augmenter. Un peu plus d'argent ici. Mais ces 108 qui rentrent ici vont finir par arriver à terme et donc vont venir ici avec des intérêts qui augmentent, de l'argent ici qui augmente. Et ces 108 qui sont ici vont venir à nouveau, vont sortir. Donc, il faudra à nouveau que ça augmente ici, etc. Voilà la machine infernale qu'on a mis en place et qui peut marcher indéfiniment. Enfin, indéfiniment avec des limites, on va voir. Au niveau de la monnaie, ça peut marcher indéfiniment. Pourquoi? Parce que la monnaie aujourd'hui n'est plus adossée à rien. Donc on peut en fabriquer autant qu'on veut. Et donc la quantité de monnaie ici, ce qu'on appelle la masse monétaire, peut augmenter autant qu'on veut. C'est pour ça que on avait vu au début que la masse monétaire augmentait de façon exponentielle. Vous avez l'explication ici. Vous avez aussi l'explication du fait qu'il faut une croissance permanente ici. Cette croissance, on ne fait pas, alors il faut une croissance au niveau des prêts, mais on ne fait pas un prêt pour faire un prêt. On fait un prêt dans un but bien précis. Donc il faut sans arrêt plus d'activité, il faut sans arrêt plus consommer. Ici, ça doit sans arrêt être en augmentation. Donc, ça peut... Comment ce système peut fonctionner? Il ne peut fonctionner que si, bien entendu, personne n'est au courant. Il est tellement scandaleux, c'est tellement machiavélique. Comme disait la citation du début de Henry Ford, si le peuple comprenait ce qui se passe en matière de création monétaire, ça serait la révolution avant demain matin. Donc tout est fait pour cacher ce système. Tout est fait pour cacher ce système. Et comment on fait? D'une part, on n'en parle jamais, il n'existe pas. Et d'autre part, on donne ce que j'appelle des os à ronger au peuple résistant. Bon, les suiveurs, il n'y a pas de problème, ils font ce qu'on leur dit de faire. Mais les résistants, on leur donne en permanence des os à ronger. Et c'est ainsi que certains mettent leur énergie à se battre en politique, mais à partir du moment où se battre en politique, mais à quoi ça sert de se battre pour un parti politique qui ne dénonce pas ce système machiavélique? Donc se battre en politique pour des partis qui ne dénoncent pas ça, c'est stérile, mais après il y a plein d'autres choses qu'on dénonce. Il y en a qui vont se battre contre les émigrés, il y en a qui vont se battre contre les fonctionnaires qui coûtent trop cher, d'autres contre l'évasion fiscale, d'autres contre le réchauffement climatique, d'autres contre les éoliennes, d'autres contre le nucléaire, d'autres contre les voitures électriques, etc., etc., etc. Tous ces sujets, bien entendu, méritent d'être condamnés, mais en dernier ressort, ils ne sont que des moyens de détourner le regard du principal problème qui est la création monétaire par le crédit. Donc sur ce tableau, on a des chiffres qui illustrent ce qu'on vient de voir dans le petit dessin, petit schéma précédent. Donc dans cette colonne ici, on a l'encours des prêts. Ici, dans cette colonne, on a la masse monétaire. Donc on s'aperçoit que les chiffres qui sont dans cette colonne, la masse monétaire, correspondent grosso modo à l'encours des prêts, ce qui signifie que l'argent
qui est en circulation, la masse monétaire, vient pratiquement exclusivement des crédits, des prêts. Ici, nous avons les prêts qui sont accordés chaque année. Donc, comme on vient de le voir, si on veut que la quantité de monnaie dans l'économie réelle reste constante, il faut que ces prêts soient en constante augmentation. C'est ce qui explique la croissance, on l'a vu, la nécessaire croissance. Et puis ici, dans cette colonne, on a les intérêts qui sont payés chaque année à la finance. Donc on voit que c'est à grosso modo 100 milliards qui sont payés chaque année à la finance. Alors pourquoi eux ça augmente pas? Parce que ça dépend du taux d'intérêt. Et on voit que les taux d'intérêt baissent. Pourquoi les taux d'intérêt baissent? C'est parce que il faut maintenir une quantité d'argent suffisante dans l'économie réelle, c'est-à-dire qu'il faut augmenter le nombre de prêts, et pour augmenter le nombre de prêts, on l'a vu, on baisse les taux. Et ce qui fait un revenu de 100 milliards par an qui part à la finance. Alors ce graphique montre un peu la même chose. On a en jaune ici la dette des sociétés non financières, c'est-à-dire les sociétés de l'économie réelle. En rouge, ce sont les ménages, et en vert, ce sont les États. Et on voit que chaque acteur est de plus en plus endetté. Donc là aussi, c'est la même chose. Donc ici, on a des millions, des milliards, 250 000 milliards de dollars. C'était le montant total de la dette dans le monde, soit l'équivalent de 320% du produit intérieur brut, donc paru dans les Échos le 17 novembre 2019. Donc ce qui fait que chaque individu sur Terre, à partir du moment où il arrive au monde, il a une dette de 35 700 dollars. C'est quelque chose d'ahurissant qui n'a jamais existé et qui est bien entendu caché. Celui qui croit à une croissance exponentielle infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste, Kenneth Boulding, un économiste américain. Nécessaire croissance. La dette est structurelle, elle constitue une rente, on l'a vu, pour l'oligarchie qui nous gouverne. Elle a servi le peuple à l'esclavage. La dette publique est détenue quasi exclusivement par les grands opérateurs financiers, banques commerciales, compagnies d'assurance, gestionnaires d'actifs financiers. Alors, Investopedia, une revue, a estimé la richesse de la famille Rothschild à plus de 2 billions de dollars, c'est-à-dire 2000 milliards de dollars. Le journaliste et chercheur qui travaille là a écrit « Les dynasties familiales les plus fortunées ne sont pas référencées dans le classement Forbes ». Donc Forbes, c'est une revue américaine qui, tous les ans, sort le classement des milliardaires. Il y a les milliardaires, mais pas les banquiers. Donc il dit les dynasties familiales les plus fortunées, donc les banquiers ne sont pas référencés, et pour cause. La fortune d'un Bill Gates, 76 milliards de dollars, ferait pas le figure comparé ne serait-ce qu'aux actifs et avoirs de la famille Rothschild, qui fut estimée à 50 000 milliards de dollars en 2012. Donc vous voyez que les hommes dont on parle, 76 milliards de dollars de fortune, mais les Rothschild, les actifs de la famille Rothschild, sont estimés à 50 000 milliards de dollars. 50 000 et 76. Alors, on ne se rend pas compte de ce que ça représente, ces sommes, donc rapidement, j'ai calculé que ça correspond au gain de 1 376 500 smigards qui travailleraient depuis la naissance de Jésus-Christ. Donc j'avais fait ça en 2018. Donc ça représente les effectifs de l'éducation nationale, de l'EDF, de la SNCF.
Donc j'avais fait ça pour montrer qu'on nous dit que c'est les fonctionnaires qui coûtent cher. Ne serait-ce que la fortune des Rothschild permettrait de payer donc tous les fonctionnaires français, 1 332 000, qui travailleraient au SMIG depuis la naissance de Jésus-Christ. Un monde sous la morsure de la dette, parce que ce qui se passe, c'est dans tous les pays, et les pays dits sous-développés, c'est encore pire. Le stock de la dette de l'Afrique subsaharienne est passé de 2 milliards de dollars en 1970 à 331 milliards de dollars en 2012. Entre 1970 et 2012, le remboursement effectué s'élevait à 435 milliards de dollars, soit 4 fois le capital emprunté. La dette extérieure de la région Amérique latine est passée de 223 milliards de dollars en 1980 à 443 milliards de dollars en 1991, non pas à cause de nouveaux prêts, de nouveaux crédits, mais du fait du refinancement et de l'accumulation des intérêts. Bernard Lietaer, professeur à l'université de Berkeley, ancien haut fonctionnaire de la Banque de Belgique, cofondateur de l'euro, membre du Club de Rome, spécialiste des questions monétaires internationales, il est l'auteur de 9 livres sur la monnaie. Il était interviewé dans la revue Nexus en juillet 2003. Il disait « 87 pays ont connu une crise monétaire majeure ces 25 dernières années. Leur politique fiscale leur est imposée par le Fonds monétaire international. Je pense que si les États-Unis devaient vivre avec les mêmes règles que celles qu'ils ont imposées, disons, au Brésil, ils deviendraient un pays en voie de développement en une seule génération. C'est le système qui est instable, injuste et dysfonctionnel. » Donc il explique que ces pays-là, on les écrase encore plus que nous sous la dette. Un chimiste britannique qui a eu le prix de Nobel en chimie en 1921, mais qui s'est intéressé à la monnaie. Il a écrit un livre, Richesse et richesse virtuelle et dette, en 1926. Il écrit « Nous ne pouvons plus rien faire sinon nous endetter toujours plus envers le système bancaire afin de créer les montants grandissants d'argent dont la nation a besoin pour son expansion. Notre système monétaire est une supercherie. Laisser ce pouvoir devenir source de revenus pour les émetteurs de monnaie privée, c'est créer un gouvernement illicite, un rival assez puissant pour renverser à fin de compte toutes les autres formes de gouvernement. Un système monétaire honnête et intègre est la seule option. » Abraham Lincoln, président des États-Unis, le gouvernement devrait créer, émettre et faire circuler toutes les devises et tous les crédits nécessaires pour satisfaire les dépenses du gouvernement et le pouvoir d'achat des consommateurs. En adoptant ces principes, les contribuables économiseraient d'immenses sommes d'argent en intérêts. Le privilège de créer et d'émettre de la monnaie n'est pas seulement la prérogative suprême du gouvernement, c'est aussi sa plus grande opportunité. Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis. Si le peuple américain permet un jour que les banques privées contrôlent leur monnaie, puisque ça c'était une époque où les banques n'avaient pas encore obtenu la création monétaire, les banques, toutes les institutions qui fleuriront autour des banques, priveront les gens de toute possession, jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront sans maison et sans toit sur la terre que leurs parents ont conquise. Ça vous rappelle rien, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Carroll Quigley, historien américain et professeur d'histoire à l'université de Georgetown, il écrit « Les puissances du capitalisme financier avaient un plan de grande envergure, rien de moins que de créer un système mondial de contrôle financier dans les mains du secteur privé, capable de dominer le système politique de chaque pays et l'économie mondiale d'un seul tenant. » C'est exactement ce qui se passe. Maurice Allais, donc on a vu,
prix Nobel d'économie français. Il écrivait « Pour ma part, je n'étais jamais convié sur les plateaux de télévision quand j'annonçais et j'écrivais il y a plus de 10 ans qu'une crise majeure accompagnée d'un chômage incontrôlé allait bientôt se produire. Je fais partie de ceux qui n'ont pas été admis à expliquer aux Français ce que sont les origines réelles de la crise, alors qu'ils ont été dépossédés de tout pouvoir réel sur leur propre monnaie au profit des banquiers. Par le passé, j'ai fait transmettre à certaines émissions économiques auxquelles j'assistais en téléspectateur le message que j'étais disposé à venir parler de ce que sont progressivement devenues les banques actuelles et pourquoi certaines vérités ne sont pas dites à leur sujet. Aucune réponse, même négative, n'est venue d'aucune chaîne de télévision, et ce durant des années. La nécessaire prise de conscience. Un oiseau né en cage pense que voler est une maladie. Vous ne réalisez pas à quel point il est difficile d'exposer la vérité dans un monde rempli de gens qui ne sont pas conscients de vivre dans le mensonge. Edward Snowden. L'esclavage historique, l'esclave a conscience qu'il est esclave, mais c'est pour lui une fatalité, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'en est rien et qu'il brise ses chaînes. L'esclavage moderne, le péon, l'esclave n'a pas conscience qu'il est esclave. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes en 1932, écrivait « Une dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences d'une démocratie. Une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. » Quel visionnaire! Étienne de la Boétie, encore plus ancien, « Il y a en l'homme une préférence pour la servitude volontaire parce que la servitude est confortable et qu'elle rend irresponsable. » Pour finir, on ne remet pas en cause la création monétaire donnée aux banquiers. Alors, je ne dis pas qu'il y a un effet de cause à effet avec ce qu'on va voir. Je constate, c'est tout. Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo indépendant. Son discours d'indépendance, où il dénonce l'esclavage dégradant du colonialisme, symbolise une rupture radicale avec l'ordre ancien, y compris sur le plan économique. Son héritage inspire les mouvements panafricains contemporains qui lient libération monétaire et souveraineté politique. Il a été assassiné en 1961, après 7 mois de mandat. Sylvanus Olympio, premier président du Togo, en 1962, il promulgue la loi 62-20 créant la Banque centrale du Togo et instaurant le franc togolais comme monnaie légale avec l'objectif de sortir du franc CFA. Assassiné en janvier 63, un mois après la promulgation de la loi. Thomas Sankara, président du Burkina Faso, il affirmait que le franc CFA, lié au système monétaire français, est une arme de domination française. Il a également envisagé la création d'une monnaie nationale, notamment via l'Union révolutionnaire de banques. Son discours d'Addis Abeba en juillet 87, où il appelait à un front uni africain contre la dette, a été un acte fort. Il disait « La dette ne peut pas être remboursée parce que si nous payons, c'est nous qui allons mourir. » 3 mois plus tard, il était assassiné. Laurent-Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo. Kabila prit le contrôle de l'émission monétaire par décret, affirmant ainsi une souveraineté. Bien qu'il ait tenté de restaurer une monnaie nationale, les conditions politiques et sécuritaires ont empêché une véritable maîtrise de la politique monétaire. Assassiné en 2001. Saddam Hussein, 5e président de la République d'Irak. Le régime a imprimé massivement des billets, notamment pendant les années 90. En septembre 2000, Saddam Hussein a décidé de vendre le pétrole irakien en euros plutôt qu'en dollars.
Saddam Hussein est mort par pendaison le 30 décembre 2006 à Bagdad. Il a été exécuté après avoir été condamné à mort pour des crimes contre l'humanité par un tribunal spécial irakien. Mouammar Kadhafi, dirigeant libyen. Mouammar Kadhafi a lancé un ambitieux projet de création d'une monnaie panafricaine, le dinar or, en s'appuyant sur des réserves d'or estimées à 143 tonnes. Son assassinat en octobre 2011 a mis fin à ce projet qui n'a jamais été concrétisé. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis. Face à des taux d'intérêt prohibitifs allant de 24 à 36% proposés par les banquiers de New York, Lincoln refusa ces prêts. En réponse, il autorisa l'émission de billets de banque par le Trésor fédéral, appelés greenbacks. Ces billets, émis entre 1862 et 1863, totalisèrent 450 millions de dollars. Permettant de financer les armées du Nord, ces greenbacks permettaient au gouvernement de créer de la monnaie directement, sans emprunter auprès des banques privées et sans payer d'intérêts. Lincoln fut assassiné en 1865, le système des greenbacks fut progressivement supprimé. En 1913, le Congrès américain adopta la loi de la Réserve fédérale qui transféra le pouvoir de création monétaire du Congrès à une banque centrale privée, la Fed. Pour finir, et ça c'est très peu connu, John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis. Donc on a donné beaucoup de raisons supposées sur l'assassinat de Kennedy, mais celle-là, comme par hasard, n'est pas souvent évoquée, pour ne pas dire jamais. Le 4 juin 1963, le président Kennedy a signé l'Executive Order 11110 qui autorisait le Trésor américain à émettre de nouveaux billets appelés United States Notes, billets des États-Unis, adossés à des réserves d'argent physiques. Environ 4,3 milliards de dollars ont été imprimés et mis en circulation. Ces billets portaient la mention United States Note au lieu de Federal Reserve Note et étaient soutenus par de l'argent stocké au Trésor. Le 22 novembre 1963, JFK fut assassiné. Cette disposition fut remplacée par l'ordre exécutif 12608 signé par Ronald Reagan en 1987. Réflexion. Le système machiavélique de création monétaire par le crédit, avec une monnaie non limitée, a pour conséquence une augmentation exponentielle de la masse monétaire. L'économie réelle souffre d'un manque de monnaie, ce qui signifie qu'une minorité accumule cette monnaie. Question, cet enrichissement colossal, qui en profite et dans quel but ? Alors face à tout ça, que faire ? Eh bien, la première des choses, comme toujours, c'est la prise de conscience. On ne peut pas agir tant qu'on n'a pas pris conscience d'un problème, d'un phénomène. Et la deuxième chose, c'est d'arrêter de participer à ce système. Le premier truc, c'est que, on l'a vu dans le petit schéma où il nous faut une croissance permanente. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce que le système attend de nous? Il attend de nous qu'on soit des consommateurs et il attend de nous qu'on aille voter pour des gens qui vont faire perdurer ce système. Donc la première des choses à faire, selon moi, est d'arrêter d'être un consommateur, c'est-à-dire réfléchir à notre mode de vie. Pierre Rabhi avait écrit un livre, La sobriété heureuse. On n'est pas obligé de consommer, comme on nous le dit, on n'est pas obligé d'acheter du neuf chaque fois qu'on a besoin de quelque chose. On peut éviter au maximum d'emprunter. Toutes ces choses-là, ça veut dire qu'on ne participe plus au système. On peut aussi arrêter d'aller voter, parce que ça, on nous a mis un implant psychique
Il y a des gens qui sont morts pour le droit de vote, il faut aller voter. On peut voter effectivement dans les élections de proximité, comme des élections municipales dans un petit village, et bien sûr, moi personnellement, là je vote. Mais arrêter au-dessus de ça, aller voter dans le système, pour ce système-là, c'est participer au système. Donc, on me pose souvent la question, effectivement, que faire? Ben, moi, à mon niveau, je dis, arrêtez de faire ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire d'être des consommateurs et d'être des électeurs. Je termine par cette citation de Gandhi. Vous participez à un système machiavélique de manière plus efficace en obéissant à ses ordres et décrets. Un tel système ne mérite pas l'allégeance. L'obéissance à ce système équivaut à s'associer à l'enfer. Une personne intelligente résistera de toute son âme à ce système diabolique. Merci pour votre attention. Je recevrai avec plaisir des commentaires à l'adresse ci-dessous.